C'est bon. Donc on est parti. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à la conférence. Je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de quantum computing, d'informatique quantique, et essayer de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors malheureusement, ça va être un petit peu hardcore techniquement. Pourquoi j'ai fait ce talk-là dans un premier temps? J'ai fait ce talk-là parce qu'à chaque fois qu'on va voir des talks sur le quantique, on se retrouve souvent, c'est le grande majorité du temps, à vous parler de l'algorithme de Shor. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous en parlerai à la fin, qui est une application concrète de l'informatique quantique, mais jamais sans vous expliquer comment, pourquoi ça fonctionne. Donc moi j'ai voulu un petit peu comprendre comment ça fonctionne, et pour ça j'ai dû me plonger dans les arcanes du quantique. C'est pas évident, on va voir ça ensemble. Je me présente rapidement, je m'appelle Laurent Grangeau, je suis solution architect chez Google aujourd'hui. Le photo, je l'ai pris il y a une demi-heure juste dehors. Donc pour la première fois de ma vie, je suis accompagné par mon assistant qui dessine le Flix Nidifleur, donc mon fils, et je suis très content qu'il soit là. Et lui aussi est content que je présente des trucs. Je voulais qu'il soit là, mais bon, en tant qu'assistant, mais bon, c'est pas grave. Gros disclaimer avant de commencer ce talk, je ne suis pas du tout un expert quantique, d'accord? J'ai des notions quantiques, mais ça s'arrête là, ok? Donc je vais pas pouvoir vous expliquer pourquoi, je sais pas quoi, trop compliqué. Du coup, aujourd'hui on va parler un petit peu quantique. On va parler un peu quantique, alors on va pas parler de ça, je sais pas si vous connaissez ça ou pas du tout. Ça, c'est un espèce de module quantique qui sont vendus de 15 000 balles pour régénérer des cellules de je sais pas quoi. On va pas parler de ça. On va pas non plus parler de ça. Je sais pas si vous avez eu le bad buzz là-dessus. C'est L'Oréal ou Nux ou je sais pas quoi qui a sorti sa crème régénérescente quantique qui régénère les cellules, je sais pas quoi. Bref, le quantique, c'est un petit peu tout n'importe quoi. Non, on va parler de quantique, de vrai quantique. De gros machins comme ça. Et ça, c'est pas un ordinateur quantique, ça c'est juste les tuyaux pour alimenter, pour refroidir le quantique. La puce, ça reste une puce traditionnelle. Mais avant de parler quantique, on va vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi on parle de quantique? Alors vous avez vous avez peut-être lu il y a quelques années que Google a atteint la suprématie quantique. La suprématie quantique, c'est quoi? C'est avoir un ordinateur quantique qui est plus rapide dans le traitement qu'un ordinateur traditionnel. Grosso modo, au lieu de prendre des milliers, voire des millions d'années à calculer, on fait ça en quelques dizaines d'heures, voire quelques jours. Et donc, Google a atteint la suprématie quantique. C'est cool, mais pour l'instant, ça reste à démontrer. Pourquoi aussi en parler? Parce qu'en début de l'année, il y a eu une annonce d'OVH qui a installé son premier ordinateur quantique, donc d'une startup qui s'appelle Candela. Et c'est un ordinateur quantique à 2 qubits, pardon. Et en gros, il commence à y avoir des premières expérimentations, je vous en parlerai un petit peu plus tard. L'année dernière aussi, donc le 4 juillet 2023, je vous ai expliqué, Google a redit la même chose, a redit qu'avec son QPU, son Quantum Process Unit, qui s'appelle Sycamore, il a réussi à avoir un algorithme qui est beaucoup plus rapide qu'un ordinateur traditionnel. Donc il a réussi à craquer quelque chose en quelques jours, alors que ça devrait prendre plusieurs dizaines d'années. Donc on est vraiment sur le début, les plus grandes annonces quantiques en ce moment. Pourquoi vous en parle aussi? Parce qu'on a une startup qui s'appelle Alice et Bob en France. Alice et Bob qui fait référence évidemment, si vous faites de la crypto, aux échanges de communication entre Alice et Bob en informatique. Et Alice et Bob, on en reparlera un petit peu plus tard, est spécialisé dans non pas le quantique en lui-même, mais la création de qubits qui sont résistants aux erreurs. Et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et enfin, on a, en tout cas à Paris, la station F, la maison du quantique, le lab quantique qui est sponsorisé par plein de startups. On va retrouver Alice et Bob, OVH, il y a Candela aussi, quelque part là-dedans, la Candela, et plein de choses qui tournent autour. On a Pascal aussi qui sont en train de créer des ordinateurs quantiques. Donc du coup, bref, en ce moment, c'est un petit peu le buzzword. Moi, je me rappelle l'année dernière, j'avais été à Vivatech, au salon de Vivatech, et une des startups me montrait aussi
comment, avec leur QPU, ils arrivaient à agencer, je vais arriver en français, agencer leur qubit pour faire des calculs beaucoup plus rapidement. Bref, avant de vous parler de tout ça, avant de parler de quantique, avant de rentrer dans le dur, vraiment dans le dur des mathématiques, etc., je vais faire un petit retour aux sources. Avant d'avoir ça, donc ça c'est un CPU, vous le connaissez tous, on est passé par des choses comme des microcontrôleurs, des cartes un peu moins sexy que le CPU. Avant d'entrer là-dedans, on a commencé à faire aussi des simples choses avec des portes et des portes OU. Et évidemment, avant de faire tout ça, on a commencé par le transistor, donc les transistors PNP et NPN. Je vais revenir un petit peu là-dessus, c'est juste pour faire un parallèle par rapport au quantique et au qubit, vous allez voir que c'est quand même pas mal intéressant. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous en informatique ou pas, en tout cas, ce qu'on manipule aujourd'hui au niveau de nos PC, ce sont des bits. Donc des bits, c'est quoi? C'est des 0 ou des 1 qui encodent l'information. Pourquoi on arrive à faire des 0 et des 1 et à encoder l'information? Parce que, alors moi j'ai fait un IUT électronique, et ça j'en ai bouffé la théorie du signal pendant 2 ans. Il y a le théorème de Shannon qui dit qu'on peut encoder par échantillonnage une information sur quelques bits, donc le 0 ou le 1. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle du signal, quand on a un signal numérique, c'est un encodage d'un signal analogique qu'on a échantillonné. Plus court est l'échantillon, meilleure est la restitution. Si vous faites le parallèle avec le MP3, avec le nombre de bits, donc 44 bits, ou 192 bits, ou 384 bits, plus on a de kilobits, pardon, plus on a le son qui est meilleur. Pour faire ça, pour faire un bit, on passe par des transistors qui s'appellent des transistors PNP ou NPN. Donc PNP ou NPN, c'est la technologie utilisée. Le principe est le même. On a un émetteur, on a une base et on a un collecteur. Quand la base, il y a du courant, ça fait passer du courant entre l'émetteur et le collecteur. Quand il n'y a pas de courant, ça ne fait pas passer. Donc on a un interrupteur qui fait passer les 0 et des 1. On a arbitrairement choisi un encodage de 5 volts pour dire que c'est un bit, ou 3 volts ou 3 dans les CPU. Pour dire qu'effectivement, quand on a 3 volts ou 3, on a un 1, et on n'a pas 3 volts ou 3, on a un 0. Donc si on a 0,7 volts, on a un 0 quand même. Suite à ça, donc les transistors, on a commencé à pouvoir manipuler les bits. D'accord? Si on a juste des 0 et des 1 dans les transistors, c'est pas cool. Donc on a commencé à créer ce qu'on appelle des portes logiques. Si vous avez fait de l'électronique, ça vous avez dû en manger. Le plus simple étant évidemment le fil. Donc vous avez 0 en entrée, 0 en sortie, 1 en entrée, 1 en sortie. Le plus simple, une bit, on a la porte non. Donc on inverse les 0 et les 1. Donc 0 en entrée, 1 en sortie, 1 en entrée, 0 en sortie. Ça s'appelle une table de vérité, ça. Bref. Donc on a une porte logique non. On a une porte logique et qui, lui, manipule 2 bits. Donc on a soit 0, 0, donc vous avez la table de vérité ici. Hein. Tant qu'il n'y a pas 1 et 1 sur A et B, on n'a pas de 1 en sortie. D'accord? Donc on va commencer à manipuler des choses. Évidemment, on a d'autres portes logiques. Je vais toutes les faire, malheureusement. On a la porte OU qui inverse au niveau entrée A, entrée B. Donc tant qu'il n'y a pas de 1 quelque part, on a 0. Et dès qu'il y a un 1 quelque part, on a du 1. Ok? Pardon. Hop. On a la porte non E qui est l'inverse de la porte E. D'accord? La non OU qui est l'inverse de la porte OU. Et la XOR qui est la OU exclusif. C'est soit vous avez 1 quelque part, ça sort 1, sinon tout le reste, 0, 0 ou 1, 1, ça sort 0. Et évidemment, l'inverse, on a le XNOR, le OU non exclusif. Ok? Donc ça, c'est ultra simple, si vous avez fait de l'électronique. C'est ultra simple, et à partir de là, on a pu commencer à construire des choses un peu plus complexes. Ça, je me rappelle aussi que j'en ai bouffé en électronique. Là, c'est ce qu'on appelle une bascule D, d'accord? Donc on a un schéma donc, qui est constitué de portes, je sais plus, de portes non, ou et non, etc. compagnie. Et par rapport à un signal d'horloge, donc vous voyez ici signal d'horloge, au niveau de l'entrée, donc si on a l'entrée, on a une sortie qui correspond au signal d'horloge. Donc du coup, on a commencé à faire des choses un petit peu plus complexes. Donc on n'est toujours pas arrivé au CPU, mais on a des bascules D, on a des bascules JK qui est un peu plus complexe que la bascule D. Et si on monte en complexité, on peut avoir des choses comme un additionneur simple, enfin un additionneur complet, c'est-à-dire que ça s'additionne les A et B avec des portes XNOR et XOR. On a la somme au niveau du S,
Et on a la retenue, donc la carry in, donc c'est l'entrée de l'ancienne sortie de la carry out. On a la carry out. D'accord? Donc on peut faire des additionneurs, on peut les mettre en parallèle et on va voir commencer à faire des choses un peu plus complexes. Pour le fun, je vous ai mis un petit peu la table de vérité ici. Voilà, donc vous pouvez vérifier que ça marche bien. Et à partir de ça, là on va commencer à avoir des choses beaucoup plus intéressantes. Donc normalement, si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, si je me trompe pas, je ne sais plus, je n'arrive pas à savoir très bien, mais en mettant en parallèle et en série des additionneurs complets, on commence à avoir ce qu'on appelle des unités d'arithmétique et logique, donc des UAL ou des ALU en anglais, Arithmetical Logical Unit, qui est la base de votre CPU. Si vous n'avez pas d'UAL ou d'ALU qui peuvent faire des sommes simples, vous ne pouvez pas avoir le CPU. Okay, donc vous voyez qu'on a commencé transistor, ensuite on a fait des portes, ensuite on a commencé à faire des gros circuits logiques, et donc là on est sur l'ALU. Et enfin on a commencé avec l'ALU, donc l'ALU qui est au centre, juste là, à construire son premier microprocesseur, donc Intel 4004, donc ça date d'il y a 50 ans. Si je vous prends des CPU actuels, le schéma, vous ne comprendrez absolument rien. Un talk qui est super intéressant, qui a été fait par un de mes compères speakers, c'est aussi construire son processeur 8 bits from scratch. Je vous conseille très fortement d'aller le voir sur YouTube, donc si vous cherchez ça sur YouTube. C'est Olivier Hubert qui travaille chez Ivan, qui pendant le Covid s'est amusé à créer son propre CPU 8 bits, parce que comme tout le monde il s'embêtait. Et donc il a reparti from scratch, donc il a créé son propre transistor. Ensuite, il a créé ses propres unités logiques et il a commencé à faire des choses. Et à la fin, il a commencé à avoir un processeur 8 bits. Et il a eu faire une suite à ce talk-là où il a commencé à faire son propre GPU. Donc beaucoup plus compliqué. Mais vous voyez que par rapport à des éléments simples, par rapport à des petites choses, on commence à faire des choses un petit peu plus intéressantes. Ça va être exactement la même chose dans le quantique. On va commencer par des choses de base et ensuite on va monter progressivement pour aller jusqu'au QPU et pas mal de choses. Donc ça c'était un petit rappel pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait les choses logiques et normales. Okay. Maintenant on va taper dans le dur. Déjà on va reprendre l'analogie. On a un bit, donc bit c'est... Je ne me rappelle plus, bit c'est un bit. Bref, on a ici un qubit dans les QPU, donc quantum bit, et c'est un système à deux niveaux. C'est la définition Wikipédia, hein, je ne l'ai pas inventé, qui représente la plus petite unité de stockage d'informatique quantique. Ces deux niveaux notés, alors ces trucs-là, ça s'appelle des quêtes. Donc on a des quêtes 0, quête 1. Donc notez quête 0 et quête 1 représentent chacun un état de base du qubit et en font donc l'analogue quantique du bit. Okay, donc le principe, c'est on va avoir soit quête 0, soit quête 1. D'accord? Comment on peut écrire ça? On peut écrire ça sous forme de matrice. D'accord? Je vous expliquerai juste après l'équation mathématique derrière. Donc quête 0, si vous voulez représenter en termes de matrice, c'est 1, 0. Quête 1, c'est 0, 1. Pour ceux qui n'ont pas fait de matrice, de calcul matriciel, ça va être, à partir de ce moment-là, très compliqué à suivre. Mais je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Ok. Du coup, on voit ce que c'est un qubit. C'est comme un bit. On a des 0, on a des 1, on a des quêtes 0 et quêtes 1. On sait l'encoder. Mais en vrai, un qubit, c'est un peu plus complexe qu'un bit. D'accord? Déjà, la première propriété qu'on a des qubits, c'est qu'on peut avoir une superposition d'états. Okay, on peut être dans tous les états que vous voulez, entre quête 0 et quête 1. Et évidemment, on va le représenter pour quête phi. Donc c'est alpha quête 0 plus bêta quête 1. Okay, ce qui fait que un qubit, alors c'est pas 0 ou 1 en termes de matrice, mais c'est alpha et bêta. Okay, la définition mathématique, elle est là. Et en gros, il faut savoir que donc, la valeur absolue alpha au carré et la valeur absolue de bêta au carré seront les probabilités d'obtenir respectivement quête 0 ou quête 1. D'accord? Le but du jeu, c'est qu'à la fin, quelles que soient les manipulations qu'on fasse sur les qubits, à la fin, on est soit du quête 0, soit du quête 1. Ok? Vous allez voir que ça va être un peu simple. Et bon, après, c'est des trucs mathématiques. Hein. On a alpha quête 0 plus bêta quête 1, avec absolu d'alpha carré plus bêta carré égale à 1, et alpha bêta dans l'ensemble des complexes. Ok? Donc les complexes, si vous n'avez pas fait de mathématiques,
Vous avez les naturels, vous avez les entiers, vous avez les relationnels. Et le plan complexe, on rajoute des i, l'imaginaire. Et on peut naviguer un petit peu dans un plan en 2D assez simplement. Juste pour que je sache, qui n'a pas fait de matrice, qui n'a pas fait de plan complexe? Normalement, on voit ça en terminale, donc ça devrait être bon. Ok. Normalement, tout ce que je vais dire après, c'est tous le comprendre. C'est quoi? Donc avec un qubit, on a une superposition d'états, donc vous voyez qu'on peut encoder, entre guillemets, dans un qubit, n'importe quel état, entre 4,0 et 4,1. On peut aussi intriquer deux qubits ensemble, enfin deux ou plus. Okay, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la mesure de l'un conditionne l'état de l'autre. C'est quoi l'intrication quantique? C'est deux molécules qui sont liées entre elles par le destin, ce qui fait que quand on mesure un qubit, on sait obligatoirement l'état de l'autre, sans même le mesurer. C'est-à-dire que si vous avez imaginé que vous fassiez deux qubits intriqués, que vous les envoyez à l'état de lumière, chacun dans des directions opposées jusqu'au fin fond de l'univers, vous en mesurez un, vous savez automatiquement l'état de l'autre, puisqu'ils sont intriqués. D'accord? C'est pas que l'information traverse plus que la lumière, c'est que vous connaissez l'état par rapport à l'autre. Par exemple, on peut très bien dire que comme les deux sont corrélés, si je mesure à 4,0,1, l'autre c'est forcément à 4,1. Et si l'un est à 4,1, l'autre est forcément à 4,0. Okay, ça, on va voir que ça va être assez intéressant lorsqu'on va faire des problèmes pour accélérer les traitements. Alors maintenant, ce même principe, donc on a les propriétés des qubits et on va devoir en fabriquer. Okay, fabriquer des bits, on sait le faire. On a dit arbitrairement que c'était 1,3 volts ou 5 volts. On a des transistors. Là, pour représenter un qubit, on va prendre des propriétés d'un système qui est physique. Okay, donc on peut prendre soit des électrons, soit des photons, soit des ions, et on va mesurer les propriétés de ce système. Alors le plus simple à comprendre, c'est le photon. D'accord ? Le photon, il est polarisé. Vous savez que soit il se déplace au niveau vertical, soit il se déplace au niveau horizontal. En photographie, vous avez des filtres polariseurs. Vous avez peut-être joué avec ça en première ou terminale en faisant tourner des polarisateurs sur vos microscopes et en faisant apparaître ou disparaître certaines choses. Chose très simple, il faut savoir que sur un téléphone, il y a une espèce de membrane. Si vous l'enlevez, votre téléphone est complètement blanc. Parce que la lumière elle est polarisée, vous n'avez pas de polarisateur qui vous affiche ou non des pixels. Donc du coup, le plus simple, c'est la polarisation. Mais vous allez voir aussi qu'au niveau des électrons, on peut faire des choses comme le spin de l'électron. Donc l'électron a ce qu'on appelle un spin. Alors c'est mal représenté ici, c'est techniquement faux. Un électron ne tourne pas, d'accord? Parce que s'il tournait, ça voudrait dire que ce qui est à l'équateur tourne plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est impossible. Mais l'électron a un mouvement angulaire qui peut être assimilé à un mini-aimant qui est soit orienté vers nord-sud, soit sud-nord. D'accord? Donc soit vers le haut, soit vers le bas. Donc là, on retrouve notre 4,0 et 4,1. Ça peut être aussi simple aussi que le nombre d'électrons. J'ai des électrons, j'ai 1, j'ai pas d'électrons, j'ai 4,0. Okay, et pareil sur les ions avec le spin. D'accord? Aujourd'hui, on a plein d'autres façons de fabriquer des qubits. Les principaux, je vous les ai mis là. Les ions, on parle de ions attrapés, enfin attrapés contenus dans quelque chose. Les photons, c'est extrêmement intéressant puisqu'on va voir qu'il y a des propriétés qui sont plus faciles au niveau du quantique. Par contre, le problème du quantique, c'est que c'est extrêmement instable. Pourquoi on a ces énormes machines pour un petit processeur comme ça? C'est que on doit être parfaitement aucune perturbation au niveau du qubit. Ça veut dire dans un vide total. Parce que si vous avez une seule particule qui frappe, par exemple un électron, bah, ça va changer son spin ou quoi que ce soit. Et le refroidissement le plus total. Donc c'est pour ça qu'on est à peu près à 2-3 millikelvin en termes de refroidissement. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais la mesure de la température d'un corps, c'est le niveau d'excitation des molécules associées. Donc, moins il y a d'excitation, plus il est froid. D'accord? Donc si on est à 2 millikelvin, c'est qu'il n'est quasiment pas excité. La moindre chose qui traverse un qubit, ça perturbe son état. La moindre chose pouvant être un rayon ionisant, ça pouvant être un rayon de neutrinos, j'en sais rien, enfin quelque chose qui les traverse, et une perturbation électromagnétique par exemple, et on se retrouve dans deux états, donc soit ce qu'on appelle un bit flip, soit un phase flip.
Un bit flip, c'est qu'au lieu d'avoir un quête 0, bah, on se retrouve à avoir un quête 1, et on ne voulait pas ça. Un phase flip, on est dans une phase différente. C'est pour ça que quand on parle de QPU, de Quantic Process Unit, et quand on parle qu'on a 5, 10, 15, 20 qubits, c'est pas 20 qubits physiques. On a des centaines de qubits. Pourquoi? Pour que quand on fasse une mesure des 100 qubits, la probabilité, la grosse probabilité de tous les qubits, on va dire supérieur à 80-90%, doit être dans l'état où on veut qu'il soit. Okay, donc on corrige les erreurs en faisant de la redondance de qubits. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Alice et Bob. Un des sujets d'Alice et Bob, c'est de créer des qubits qui soient résistants donc, à ces perturbations électromagnétiques. C'est ce qu'on appelle du quantum error corrections. Et eux, ils travaillent sur les qubits de chat. D'accord? Donc les 4 qubits, c'est un vrai terme. En gros, on a des qubits qui sont intriqués, qui sont résistants et au bit flip et au phase flip. D'accord? Donc on a des systèmes qui sont plus résistants. Et plus on a des qubits qui sont résistants, plus on peut se permettre d'avoir des décohérences quantiques. D'accord? Donc plus on peut se permettre d'avoir des perturbations ou moins de qubits. Okay? Donc il faut garder à l'esprit que aujourd'hui, on n'est pas dans l'application pratique du quantique, on est encore en phase de recherche. D'accord? Et je vous expliquerai au fur et à mesure. Ça, c'est une des phases de recherche qu'on fait encore aujourd'hui. Donc on doit le maintenir dans un état qui est le plus stable possible pour éviter d'avoir des bit flips ou des phase flips. Donc là, on a expliqué ce que c'est un qubit, les problèmes des qubits, les propriétés des qubits. Maintenant, comme au niveau du CPU traditionnel, on va essayer de créer des portes logiques. Et donc on a des portes quantiques. Alors il faut savoir que des portes quantiques, il en existe des tonnes. Tant qu'on respecte une certaine propriété mathématique, on peut créer des portes quantiques. Alors j'en ai mis quelques-unes que vous allez forcément retrouver au fur et à mesure. Et c'est là où on commence à rentrer dans des maths hardcore, vous allez voir, ça va être super simple. La plus simple, c'est la porte identité. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait absolument rien. D'accord? C'est comme si on avait un simple fil. Elle est représentée sous forme de matrice I1001. Et donc je l'ai mis juste en dessous. Si on applique la porte identité sur quête 0, donc si on applique 1001 sur un quête 0 qui est là-haut, donc si vous avez fait des matrices, vous savez qu'on fait 1 fois 1 plus 0 fois 0, et on fait 0 fois 1 plus 1 fois 0. D'accord? Ce qui fait 1, 0. Et on se retrouve avec le quête 0. Si on fait la même chose avec quête 1, on aura la même chose. Okay? Donc la porte d'identité, c'est la plus simple. Généralement, elle ne sert pas à grand chose, mais elle sert à être représentée dans les diagrammes quantiques. On a l'équivalent de la porte non. Okay? Donc c'est représenté sous forme de 0, 1, 1, 0. C'est celle qu'on appelle la porte poly X. Okay? Donc là, on manipule un seul qubit. Vous la trouvez sous forme de diagramme sur cette forme-là. Les mathématiques, x de quête 0, on a 0, 1, 1, 0, on a les multiplications ici. Et on trouve bien avec un quête 0 qui est 1, 0, à l'inverse, 0, 1. Donc on a bien fait un flip de bits. Donc si vous appliquez cette porte-là sur un qubit, vous allez avoir le qubit qui va se retourner, et vous allez faire un flip de bits. Ok? Ça, ce sont des portes simples. La porte la plus connue, et là on commence à rentrer dans le dur, c'est la porte de Hadamard. La porte de Hadamard est un peu plus complexe, donc c'est 1 sur racine de 2 de cette matrice-là. Je vous ai fait les calculs mathématiques ici, vous pouvez vérifier si ça fonctionne ou pas. La porte de Hadamard, son principe, c'est que si vous l'appliquez sur n'importe quel qubit, soit quête 0 ou quête 1, ça va mettre le qubit sous forme de superposition d'états. D'accord? Donc à la sortie de la porte de Hadamard, on aura 50% de chance d'avoir un 0 ou 50% de chance d'avoir un 1. Okay? Il y a plein de propriétés de la porte de Hadamard. Je vous les ai mis là. Donc, Hadamard de quête 0, c'est 1 sur racine de 2 de quête 0 plus 1 sur racine de 2 de quête 1, qui est l'équivalent de ce qu'on appelle quête plus. Okay? Même principe, quête de 1, Hadamard de quête de 1, c'est l'équivalent de quête moins. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous appliquez 2 fois la porte de Hadamard sur un qubit, vous retrouvez le qubit. Donc si j'applique par exemple Hadamard sur quête 0, je me retrouve avec quête plus. Et si je applique Hadamard sur quête plus, je me retrouve avec quête 0. Ok? Pourquoi? Parce que le principe, c'est juste de mettre le qubit dans un état de superposition quantique. D'accord? 50% de 0, 50% de 1. Alors je vous ai un petit peu menti depuis tout à l'heure.
parce que c'est pour au fur et à mesure vous introduire. Un qubit, c'est beaucoup plus complexe que ce soit juste quête 0 ou quête 1. Pour représenter un qubit, on a ce qu'on appelle une sphère de blocs. Okay, et la sphère de blocs, c'est une représentation en 3D d'un électron, d'un photon, de ce que vous voulez. Et vous allez associer des coordonnées polaires par rapport à ce que vous voulez atteindre. Ce qui fait que, tout à l'heure, on avait quête de phi égale alpha quête 0 plus bêta quête 1. D'accord, ça peut être représenté sous forme de cos de phi de θ sur 2 plus exponentielle de i. J'ai plus la lettre ici. Bref, sinus de θ sur 2. Si vous avez fait des coordonnées polaires, bon courage, parce que moi je ne m'en rappelle plus. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que sur la sphère de bloc, la partie Z, c'est la partie quête 0, quête 1. Si ça pointe vers le haut, c'est quête 0. Si ça pointe vers le bas, c'est quête 1. La partie X et Y, ça va être des phases, d'accord, du qubit qu'on va pouvoir manipuler. Okay, donc on va pouvoir déplacer le petit point phi là-haut, comme on veut sur la sphère de bloc. Alors pour vous montrer un petit peu tout ça, parce que c'est peut-être un petit peu abstrait depuis tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu un petit site web qui vous montre un qubit. Donc on a un qubit, la sphère de bloc, ok. Donc on pointe vers le haut, on a quête 0, on pointe vers le bas, on a quête 1. Et ici vous avez la probabilité d'avoir soit 0, soit 1. Ok. Donc là on est dans un état où on n'a que quête 0. Et la probabilité d'avoir quête 0, bah, c'est 1, puisqu'on n'est que sur quête 0. Si je fais la porte non, donc la porte X, la porte de poly X, je vais flipper le bit. D'accord? Donc je passe de quête 0 à quête 1. Donc la probabilité d'avoir quête 0, bah, ça passe à 0, puisque je suis à 1. Et vous voyez que tant que j'applique cette porte X, je fais que des bits flip. Okay, donc la porte X, c'est principalement des bits flip que vous pouvez voir. Vous avez une autre porte, la porte de Hadamard, je vous en ai parlé. La porte de Hadamard, ça va vous mettre dans un état de superposition 50% 0, 50% 1. Ok, donc là, vous êtes sur quête plus, puisque j'ai appliqué Hadamard sur 0. Si j'applique Hadamard sur quête 1, je suis à 4 moins. Je peux même le retourner. Hop. J'étais à 4 moins. Hop, 0. Il est où mon Hadamard? Hop. Voilà, 4 moins. Ok? Donc vous voyez déjà que pour encoder de l'information dans un qubit, on n'a pas que du 0 ou des 1, mais on commence à avoir plein de choses. Et par définition, on peut mettre absolument tout et n'importe quoi. Vous avez la formule là-haut, hein, on a racine de 1 sur 2, 0, 4, 0, plus racine de 1 sur 2, exponentielle de pi de 4, 1. C'est la formule qui donne le niveau d'information de qubit. Ok? Alors, si on continue, du coup maintenant qu'on sait qu'on n'a pas que des quêtes 0 et des quêtes 1, mais qu'on a absolument tout et n'importe quoi, il y a d'autres types de portes. Donc on a la porte poly Y, qui est là, qui part dans les imaginaires, qui fait ce qu'on appelle des phase flips. Donc ça, on laisse l'information quête 0, quête 1 propre, mais on commence à faire des changements de phase au niveau du qubit. Même principe sur la porte poly Z, on va commencer à encoder de l'information aussi sous d'autres formes. Et donc là, je vous ai remis les équations. Moins i bêta 0 plus i alpha 1 et la porte poly Y, on a alpha 0 moins bêta 1. Ok. Le pourquoi du comment c'est fait, c'est pas le plus important. Il faut savoir que tout ça, ça se rapporte à des calculs mathématiques, c'est vraiment les maths pures, avec des groupes de poly, des espaces de Hilbert. Je n'ai pas tout compris. Bref, il y a des gens qui travaillent dessus. Tout ça pour vous dire qu'il y a, on commence à avoir des portes logiques, donc X, Y, Z, notes, etc. compagnie. Et du coup, si j'en reviens à ma sphère de bloc, vous avez des Y, Z ici, là-haut. Et là, vous voyez que normalement la partie Y, elle fait un bit flip. Ah. Et la porte Z, normalement, tant que je suis en 0, elle ne fait rien. Mais quand je suis en quête 1, normalement, vous voyez en dessous,
ici que la phase change à chaque fois. D'accord? Soit 0, soit pi. Donc on peut encoder de l'information. Le principe, c'est d'encoder de l'information dans ce qubit-là. Et évidemment, il y a d'autres portes, elles qui sont plus complexes, c'est pour ça que je ne les ai pas mises. Elles sont plus complexes à appréhender. Déjà que celles-là, elles sont pas mal. Donc on ne va pas rajouter la complexité. Maintenant, c'est encoder de l'information sur un seul qubit. Le principe, ça va être de multiplier le nombre de qubits. Donc plus on a de qubits, plus on peut mettre de l'information. Ici, vous avez ce qu'on appelle une porte contrôle de notes. Le principe, c'est quoi? C'est que vous avez deux qubits, donc un qubit Q1 là-haut et un qubit Q2 là-bas. Le qubit Q1 là-haut fait le office de gateway, enfin office de porte. Si l'étage n'est pas changé là-haut, ça ne changera pas là. Si l'étage est changé là, ça change en dessous. C'est l'équivalent d'avoir un diagramme comme ça, donc on peut le redécouper en diagramme de Hadamard. Donc Hadamard, vous vous rappelez, on fait 50% de probabilité, 50% de probabilité. On a une porte, pardon, c'est pas ce que je veux dire. On a une porte contrôle note, on refait Hadamard, et on se retrouve à avoir une porte inversée, d'accord? Donc on peut inverser la porte en appliquant 2 fois Hadamard. Parce que vous vous rappelez, si on applique 2 fois Hadamard sur un qubit, ça revient en qubit. Donc là on encode, on fait la porte, on décode, et donc on a une porte qui est inversée. On a, même principe, on peut manipuler les phases avec la porte contrôle Y, même principe, on a un qubit là-haut qui fait office d'interrupteur. Si ça est éteint, il n'y a rien qui se passe. Si c'est allumé, on change la phase en dessous. Évidemment, on a CTRL Z qui, lui, fait la même chose, mais en termes de manipulation. Là, j'ai arrêté de mettre les mathématiques parce que c'est beaucoup trop complexe mathématiquement et les calculs. J'en ai encore deux, trois informations. On a la porte swap aussi qui, elle, s'amuse à swapper une qubit. Donc on a Q1 ici, Q2 là. On swap, on se retrouve avec Q2 et Q1. Okay, donc on peut flipper les qubits. Maintenant qu'on a différentes portes, on va dire, je ne vous les ai pas toutes montrées, sachant qu'il peut en exister une infinité, tant qu'on respecte des principes mathématiques. Le principe, ça va être de dire aussi, on aimerait avoir des registres. D'accord? Dans un CPU, on a des registres, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. On les manipule et à la fin, on fait des choses. Donc on a des registres quantiques. Donc plus on a de qubits, plus on peut stocker d'informations. Vous vous rendez compte que là, déjà avec 2 qubits, on peut stocker 4 valeurs différentes. On peut stocker 400, 401, 410 et 411 avec 2 qubits. Avec 2 bits, on n'a que 2 valeurs, que je ne me trompe pas. On a 4 valeurs, 0, 1, 2 et 3. Là, dans un seul registre, on peut avoir une superposition de toutes les valeurs. Et donc plus on a de qubits, plus on peut avoir de possibilités de valeurs. Et le principe, ça va être quoi? Le principe, ça va être de jouer avec ces registres quantiques, d'appliquer des portes et des algorithmes dessus, et à la fin, de faire une seule mesure qui fait que on a le résultat de ce qu'on attendait. C'est comme si on faisait tous les calculs en parallèle, en fait, en gros. Et je vous expliquais tout à l'heure, juste après, avec les algorithmes, les différents algorithmes. Avec ce genre de registre quantique, on peut faire ce qu'on appelle les états de Bell. Alors là, on rentre dans la quantique pure et dure, où on peut mettre on peut intriquer deux qubits. Donc là, vous avez vu qu'on a 2 quêtes 0, une porte de Hadamard, on a une porte contrôle note, et à la fin, on se retrouve dans une superposition d'état entre 0, 0 et 1, 1 sur racine de 2. Ce qui fait qu'on est dans un état quantique intriqué, où on a 50% de chance d'avoir 0, 0, 50% de chance d'avoir 1, 1. Donc en une manipulation, j'ai pu encoder et intriquer 2 qubits, ce qui fait que je n'aurais besoin que de mesurer qu'un seul qubit ici ou en dessous pour avoir le résultat de tout le circuit. Je vous avais dit que j'en avais encore 2-3 équations mathématiques. Un état de Bell, ça encode 4 états différents. Donc là, vous avez les calculs des 4 états différents. Vous avez quête de phi plus, quête de phi moins, et quête de psi plus et quête de psi moins, avec les équations mathématiques associées, où on a évidemment toutes les valeurs et tous les vecteurs, juste pour vous dire que on peut regarder tout ça. Avec des qubits aussi, on peut s'amuser à faire des téléportations quantiques, et ça c'est intéressant quand on veut
échanger de l'information entre deux systèmes. Ok. Là, vous avez le schéma que maintenant vous pouvez comprendre avec les différentes portes, la porte de Hadamard, la porte control note. Ça, c'est uniquement une porte de mesure. Donc, on va mesurer l'état du qubit pour avoir le résultat physiquement. Et en gros, c'est utiliser ça dans des systèmes où on doit diffuser de l'information sans qu'il y ait de perte d'information, où on garantit que l'information n'a pas été interceptée et manipulée. Ça, techniquement et physiquement, c'est déjà fait, c'est déjà le cas. Il y a des Chinois qui l'ont fait, il y a des Français qui l'ont fait aussi. Je crois qu'il y avait un tweet d'Emmanuel Macron qui était content parce qu'on avait envoyé la première information quantique en France. Vous savez tous que quand on veut mesurer, enfin regarder, mesurer l'état d'un qubit, on fixe l'information, d'accord? Ça c'est le principe d'un satellite d'Eisenberg. Dès qu'on regarde un qubit, on fixe l'information, et donc du coup, si l'information est fixée, on sait qu'elle a été au moins regardée. Donc si vous vous retrouvez ici à la sortie avec une information qui ne bouge pas, ça veut dire que quelque part dans le schéma, quelqu'un s'est amusé à regarder, et donc du coup, vous savez que l'information a été manipulée, regardée, échangée, vérifiée, etc. Donc ça, c'est assez intéressant pour échanger de l'information entre deux choses. Comme sur le CPU, on a vu les qubits, on a vu la façon de les faire, on a vu les portes quantiques. Là, on commence à avoir des circuits quantiques. Donc ça, c'est juste un exemple d'illustration, parce que je ne sais absolument pas ce qu'il fait en termes de circuits. Vous avez donc des portes de Hadamard, des différentes portes de contrôle note, des manipulations de qubits. Et ici, vous avez commencé à avoir un premier diagramme, comme on pouvait avoir tout à l'heure avec les bascules K, ou les bascules D ou les bascules JK. On va commencer à jouer là-dessus. Et là, on commence à avoir des choses un peu plus concrètes, un peu plus intéressantes. Typiquement, l'un des premiers use cases, l'un des use cases qui est le plus intéressant, et qui a été mis en place il n'y a pas longtemps, c'est la génération de nombres aléatoires. D'accord? Je ne sais pas si vous savez, mais dans un CPU, les nombres ne sont jamais aléatoires. On parle de pseudo-aléatoires. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de bruit dans les CPU pour pouvoir générer aléatoirement des nombres. Et on s'est rendu compte que beaucoup d'algorithmes de cryptographie ont été cassés parce qu'on arrivait à récupérer le seed qui avait généré les nombres aléatoires, donc du coup on a pu refaire les choses. Avec un circuit quantique comme celui-là, donc là on a 5 qubits, à chaque fois que des portes de Hadamard, les portes de Hadamard, vous vous rappelez, 50% de chances d'avoir des quêtes 0, 50% de chances d'avoir des quêtes 1. Donc on a 5 qubits, des portes de Hadamard, et pour chaque qubit on mesure, et à la fin ici on est sûr d'avoir de l'aléatoire parce que, par définition, du quantique c'est aléatoire, il n'y a pas de... on n'a pas de seed, on n'a pas de graines au début qui nous génèrent des choses aléatoires, c'est du purement aléatoire. Et j'ai vu récemment une publication LinkedIn où, même principe, OVH, on en parlait tout à l'heure, a réussi à faire son premier algorithme de génération de nombres aléatoires, et ils vont s'en servir dans la génération de leur certificat SSL. Donc si vous avez commandé des certificats SSL chez OVH, hein, pour l'HTTPS par exemple, potentiellement, maintenant ou dans le futur, tout ça sera généré aléatoirement via du quantique, via ce genre de manipulation. Maintenant qu'on a des circuits, même principe, un CPU, vous avez un CPU, vous pouvez manipuler des 0, des 1, des registres, etc. Vous pouvez faire des additions, c'est cool. Mais tant qu'on n'a pas d'algorithme, le CPU sert un petit peu à rien. D'accord? Donc on a commencé à avoir les premiers algorithmes. Et l'un des premiers algorithmes qui a été créé en 1995 en quantique, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de Dutch-Josa, je ne sais pas comment on le dit, qui a prouvé qu'on pouvait aller beaucoup plus rapidement avec du quantique en termes d'algorithmie que du CPU normal. Là, le principe, c'est quoi? C'est de définir si une fonction elle est soit constante, soit équilibrée. Constante, elle fait que des 0 ou que des 1. Soit équilibrée, 50% de 0, 50% de 1. En probabiliste, donc en CPU normal, on a 2 puissance L-1 plus une évaluation à faire. Donc la moitié plus 1 pour être sûr et certain qu'on a soit 50% de chance, soit 0 ou 1. Avec ce circuit-là, on a besoin que d'une seule évaluation, donc une seule mesure ici, pour être sûr et certain qu'elle est soit constante, soit aléatoire.
Le deuxième, et nous ce qui nous intéresse chez Google, c'est l'algorithme de Grover, qui en gros, alors ça c'est le même principe, hein, c'est des choses mathématiques. On veut rechercher dans un tableau à n éléments, non classés, on veut rechercher l'élément en question. En probabiliste, on a 2 puissance n recherches, on veut parcourir toute la table pour être sûr de trouver. En quantique, on a 2 puissance n sur 2, ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide. Alors, je vais faire des calculs, mais je ne me rappelle plus les calculs. Si on a 4 qubits, non, si on a 4 éléments, pardon, en probabiliste, on a 2 puissance 4, ça fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Et en quantique, on a 2 puissance 2, ça fait 4. Donc, on est 4 fois plus rapide. Et plus on monte sur le nombre d'éléments, plus on est rapide au niveau du quantique. Mais le principe, la fonction, ça, quand vous avez un -n, c'est un nombre de qubits. D'accord, c'est un registre quantique. Donc là, imaginez, vous avez 4, 5, 6 qubits. Une fonction d'Adamar qui applique sur tous les qubits, Adamar aussi. Une fonction qui applique sur tous les qubits. On refait du Hadamard, on fait des choses. À la fin, on mesure. Et on a fait une recherche dans n éléments, ce qui est beaucoup plus rapide. Enfin, l'algorithme de Shor. Il y a plein de choses sur l'algorithme de Shor sur Internet, dont une vidéo de Mille Physics qui explique vachement mieux que moi comment ça fonctionne. En gros, l'algorithme de Shor, c'est de pouvoir factoriser un antinaturel sous forme de ses nombres premiers. D'accord ? C'est la base de tout crypto. Vous savez que la crypto, vous avez 2 nombres premiers, vous multipliez entre eux, vous avez un énorme nombre. Et plus ce nombre est grand, plus la factorisation en 2 nombres premiers est compliquée. Et donc on se base sur ce temps de factorisation, pour dire, ok, bah, plus un nombre est grand, plus c'est compliqué, donc plus on met de temps à craquer la clé. L'algorithme de Shor, il le fait en O log de n puissance 3 au lieu de O log de n. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de passer peut-être 100 000 ans à décrypter je parle bien de décrypter un algorithme de chiffrement, on va passer quelques dizaines de minutes, voire quelques jours à le décrypter. Ce qui fait 2 choses aujourd'hui. Le premier, c'est que vous avez des États, des hackers qui aspirent absolument tout ce qu'il y a sur Internet, même les choses chiffrées, puisqu'ils attendent d'avoir une révolution quantique, donc d'avoir un ordinateur quantique et de l'algorithme quantique pour pouvoir le déchiffrer. Pour les hackers, on s'en fout un petit peu. Quand ce sont des informations qui transitent dans les États et qu'il y a un État concurrent qui l'a, et que dans 10 ans ils arrivent à déchiffrer des secrets d'État ou des secrets, j'en sais rien, c'est un peu plus embêtant. Donc il y a des gens qui réfléchissent à des chiffrements post-quantiques. Autant ça c'est compliqué, autant j'ai regardé, on est dans des espaces à 12 dimensions quand je l'ai complètement décroché. En tout cas, l'algorithme de Shor, c'est l'algorithme le plus connu en termes de quantique pour pouvoir justement faire de la factorisation d'un antinaturel. Voilà comment c'est représenté théoriquement. D'accord ? Donc plus vous avez de qubits ici en entrée, plus la factorisation sera rapide. Ça reste à l'état de théorie. Okay, on n'a pas réussi aujourd'hui à avoir des ordinateurs assez puissants pour déchiffrer les informations, mais ça arrive fort. Sycamore, on est à 56 qubits. D'accord ? Donc 56 qubits, ça commence à faire beaucoup. Sachant qu'on avait estimé à 2 puissance 100, je crois, on avait assez de puissance pour pouvoir déchiffrer l'univers entier. Ah, mais ne me demandez pas comment, mais apparemment il y a. Et en termes d'algorithmie, c'est là où toute la recherche se fait aussi. On va pouvoir voir des choses dans la vraie vie. D'accord ? Moi, j'ai fait 2 ans de finance et pour faire des simulations, pour faire des calculs de finance, on faisait des simulations de Monte Carlo. Le Monte Carlo, c'est du tirage aléatoire et plus on le fait, plus le risque diminue parce qu'on a fait pas mal de simulations. Avec du quantique, on pourrait aller beaucoup plus rapidement et on pourrait avoir des calculs de risque en termes de finance beaucoup plus rapides et beaucoup plus simples. En termes de météo, par exemple, aussi on pourrait stimuler des modèles météo qui seraient beaucoup plus détaillés aujourd'hui, parce que les modèles météo, c'est des super calculateurs qui mettent plusieurs heures à calculer un schéma météo. Avec le qubit, le quantum, ça serait beaucoup plus rapide. Et j'en ai parlé aussi en cryptographie, donc la génération de nombres aléatoires, ça c'est déjà implémenté.
le décryptage de chiffrement à clé, ça serait des choses qui seraient potentiellement dangereuses. Évidemment, on pourrait tout ce qui est optimisation de déplacement, de placement de bateaux, avions, cars, etc. compagnie, ça pourrait aller beaucoup plus rapide. Ça serait beaucoup plus rapide. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous parler. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est qu'on est vraiment au début de l'informatique quantique. Okay, on parle, alors, Google fait beaucoup d'effets d'annonce avec les 56 qubits, IBM aussi. Plus pragmatiquement, on est sur des choses à 2, 3, 4, 5 qubits. Et en gros, le gros de la recherche aujourd'hui, c'est sur la correction d'erreurs. C'est le fait de rendre stable des choses qui demandent des énormes frigos aujourd'hui pour être stable. On commence à y arriver. Et on va voir que dans le futur, l'ordinateur quantique va améliorer beaucoup de secteurs. Je vais parler de quasiment tous les secteurs, en fait, la finance, le météo, l'optimisation, etc. Je ne sais pas combien de temps il me reste, peut-être 2-3 minutes pour des questions, si vous avez des questions. Oui, je répète la question. Si, je veux. Ok. Test. Déjà, merci beaucoup du coup pour cette présentation, ça fait plaisir. Petite question du coup sur une des slides que vous aviez au tout début, sur les particules élémentaires et notamment les bosons qu'on peut utiliser pour encoder un qubit. Oui. Quand on dit qu'on isole un photon, au final, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut vraiment l'isoler puisque c'est un boson et pas un fermion? Donc par essence, il va être absorbé derrière par un atome. Oui. Comment est-ce qu'on l'isole? Et après derrière, est-ce qu'on dit qu'on l'isole et qu'au final on envoie juste un laser polarisé quelque part? Ou est-ce qu'on l'isole vraiment? Parce que je vois pas très bien. Alors, on rentrera dans le débat tout à l'heure de photons à l'extérieur, parce que ça prend un peu de temps. Non, alors on regarde soit la polarisation du photon, donc horizontale verticale, ça peut être assez simple à faire, soit le nombre de photons. Soit il y a un peu moins de 1000 photons et là c'est un 0, soit il y a plus de 1000 photons et là c'est un 1. Donc c'est que c'est un flux continu de photons en fait qu'on envoie, c'est pas un photon seul isolé qu'on isole. On peut le faire. Ah oui, ok. On peut le faire, c'est très compliqué. Après, dans l'informatique quantique, on est vraiment sur la polarisation plutôt. D'accord, sur le nombre de photons. Je ne sais pas si tu as vu, là il y a Science Étonnante qui a sorti Est-ce que le photon existe vraiment? Il n'y a pas longtemps, il y a une semaine ou deux. Ok, non, je l'ai pas vu. Regarde-le et on en reparlera. Ça marche. Mais voilà, on est plus sur la polarisation ou sur le nombre de photons, plutôt que sur un photon ou pas de photon. Ok, super. Merci. Est-ce qu'il y a pas de questions dans la salle? Oui, si, il y a une autre question. Est-ce que chez Google, vous utilisez en interne des choses qui ne seraient pas accessibles au grand public? Est-ce qu'il y a certaines équipes ou est-ce que toi, tu as pu tester des choses directement sur du quantique à l'interne? Moi, oui, en interne, oui, je fais des choses dessus, oui. Okay. On a accès, on a accès à Sycamore. Je ne l'ai pas mis là, mais je le rajouterai peut-être plus tard dans une autre conférence. On a un framework qui s'appelle CIRQ, C-I-R-Q, qui permet d'envoyer des circuits logiques sur les ordinateurs physiques. On en a un chez Google. Il y en a d'autres, hein. IBM fournit son ordinateur quantique aussi, donc on peut tester des algorithmes sur des vrais QPU, mais pas que chez Google, hein. Chez IBM aussi, d'autres choses. Candela, je crois, le fait aussi, les API pour aller taper en Candela, envoyer le circuit logique, faire les calculs et retourner le résultat. Donc oui. Il y a une question là-bas, je crois. Ouais, j'arrive. Bonjour. Donc moi, ma question, c'était sur aujourd'hui, l'informatique quantique, ça utilise beaucoup d'énergie. Et avec les problématiques qu'on fait face avec l'environnement et tout ça, c'est quoi la vision de Google sur ça? Est-ce que leur vision, c'est à long terme de pouvoir proposer à tout le monde, ou juste aux entreprises, ou sinon le garder seulement pour eux? Donc voilà, c'était ça ma question. J'en ai aucune idée. Je suis vraiment désolé. J'en ai aucune idée, je ne sais pas, malheureusement. Alors moi
Moi j'ai une question qui concerne plutôt les algorithmes de chiffrement classiques et aussi les fonctions de hachage, lesquels sont à risque en fait par rapport à la révolution quantique, donc risquent d'être craqués. Et en particulier, est-ce que c'est pour ça qu'on passe maintenant plutôt de RSA vers les courbes elliptiques pour le chiffrement et le Alors, certificat SSL? La réponse est tous les chiffrements peuvent être cassés. Aujourd'hui, le chiffrement, ça repose, je l'ai dit, sur la factorisation de nombre premier. Qu'on soit sur RSA ou des courbes elliptiques. Et elliptiques, c'est parce qu'on a des fonctions mathématiques qui prouvent que sur une courbe elliptique, on a 3 points, et les 2 points feront la factorisation du troisième point, donc qui est plus résistant aux attaques. Si tu veux regarder vraiment, il y a des white papers au niveau du NIST sur les chiffrements post-quantiques. Il y en a 5 ou 6 qui ont été sélectionnés. Et grosso modo, vaguement de ce que j'ai compris, il y en a un, donc on a 12 dimensions. En gros, ce sont des vecteurs dans un espace à 3 dimensions. On va projeter un vecteur, et ça on le fait plusieurs fois pour avoir un chemin qui est complètement aléatoire. Ce qui fait pour déchiffrer ce chemin-là, si on n'a pas les variables de base, c'est impossible. Mais aujourd'hui, on a tous les chiffrements RSA, elliptiques, etc. sont craquables. C'est pas la raison pourquoi on passe de RSA à elliptique. La raison, c'est que RSA, ça a 50 ans et que ça a été craqué maintes fois, et que l'elliptique, pour l'instant, est plus résistant que le RSA, pour l'instant. Mais peut-être que demain, on trouvera une faille de mathématiques qui fait que on peut craquer le chiffrement beaucoup plus rapidement. Ok, merci. Il y a une question là aussi. Ok, bon bah voilà, t'as la réponse. Oui. Je crois qu'il y a le micro qui arrive, attends. J'arrive. Ça, c'est le quantique va permettre de péter des clés rapidement, quoi. Mais est-ce qu'il va permettre, à l'inverse, de crypter efficacement ou pas? Plus efficacement. Typiquement, une multiplication aujourd'hui sur un CPU, on le fait en quelques millisecondes. Donc gagner du temps là-dessus, c'est pas forcément le plus évident. Une des choses que j'ai pas dit non plus, typiquement aujourd'hui chez Google, on fait de la recherche sur est-ce que le quantique peut accélérer l'IA ou pas. Quand je parle d'IA, je parle de machine learning ou de LLM. Aujourd'hui, on n'a pas encore prouvé mathématiquement que c'était possible, mais sur le chiffrement lui-même, je pense qu'on n'aura pas de gain de rapidité à passer au quantique. Et je pense que dans l'état actuel aujourd'hui des connaissances, on n'aura pas un système entièrement quantique. D'accord ? On aura un système qui sera quantique plus traditionnel, où on déléguera les tâches qui sont gourmandes au quantique, mais les tâches traditionnelles resteront au niveau du CPU. Donc on pourrait penser le chiffrement au CPU, le déchiffrement au QPU. Merci. Merci beaucoup. Pas de questions dans la salle? Non. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup.